La semaine dernière, on a fait un épisode king size. On va essayer d'être un petit peu plus concis cette semaine, mais je peux pas vous le promettre à ce stade-ci. Franchement, je peux pas. Épisode 422 des Technos, avec cette semaine d'un côté Aurélien. Bonjour Aurélien. Salut. Et de l'autre côté David. Salut David. Salut. David, s'il commence à luire, si vous regardez la vidéo et si vous voyez David commencer à luire un petit peu, à briller un petit peu, c'est tout à fait normal, sa climatisation a cassé et comme vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas je vous l'apprends, notre ami David est en Thaïlande où il y a actuellement, à l'heure où il est, donc en pleine nuit pour toi, quelle est la température ambiante à peu près? 31-32 dehors. Très humide. Voilà. Très humide, évidemment, 31-32 dehors, et lui dans son bureau où il y a beaucoup d'ordinateurs, vous vous en doutez, et voilà, vous imaginez un petit peu que ça va être compliqué pour lui. Ça devrait bien se passer. Si tombe en syncope, on fera une pause. On appellera l'ambulance, etc. On voulait juste, avant de commencer notre abécédaire, puisque vous le savez, d'abord abécédaire, les news technologiques telles qu'elles sont vues par mes petits camarades, et puis ensuite un dossier, j'en reparle dans un instant. Mais avant cela, Aurélien, tu voulais nous dire deux mots sur un événement. On ne le fait pas systématiquement, mais c'est à pointer dans l'agenda, d'autant que c'est dans les jours qui viennent, c'est ce week-end, dans le week-end à venir, c'est-à-dire le samedi 18, dimanche 19 novembre. Tu voulais nous parler d'un événement particulier. Oui, tête à tech, c'est ça. Donc oui. Tête, comme la tête, A-Tech, T-E-C-H, à la Cité des Sciences. En fait, en faisant ma veille pour l'épisode, je suis tombé là-dessus et voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait relayé la Maker Faire, des événements comme ça. Et là, c'était un événement donc à tout public. À la Cité des Sciences à Paris, samedi et dimanche, où on va aborder, donc il y a des repères café, il y a des choses comme ça, et puis il y a aussi pas mal d'ateliers où on aborde la relation qu'a l'homme avec la tech. Je sais qu'ils vont faire des ateliers d'écriture pour voir réapprendre aux jeunes à écrire et ne pas forcément envoyer des emails ou chatter ou des choses comme ça. Voilà, il y a plein de choses qui éveillent la curiosité. Je trouve que c'est une belle initiative. Et puis, vu le temps qu'il fait en ce moment, franchement, je pense que ça peut sortir les enfants de... En plus, le sous-titre, c'est technologie durable au quotidien. Donc, on parle en gros de slow tech ou de low tech dans ce rendez-vous avec plein d'idées de bon sens, bien souvent, mais en même temps, ça permet aussi de s'inspirer plutôt qu'effectivement utiliser le mail, retrouver le plaisir d'écrire, si c'est un plaisir, si vous savez encore, si vous y arrivez encore, si vous y arrivez encore, si tous les muscles ne se sont pas atrophiés depuis, donc tout est possible, hein, vous savez. Donc voilà, un rendez-vous. On a dit où c'était Cité des Sciences. Et industrie. À Paris. Oui, voilà, à Paris, évidemment. 18-19 novembre, évidemment, si vous nous écoutez le 20. Caramba, c'est raté. C'est mort, mais à l'année prochaine. Et si vous avez, vous, dans votre région, des événements à partager, n'hésitez pas à nous le faire savoir assez tôt. On pourra s'en faire l'écho dans l'avenir, pourquoi pas, et en toucher un mot. Juste un mot, parce qu'on va en dire beaucoup plus dans la seconde partie de cet épisode, évidemment. C'est le dossier, le gros sujet, la patate, comme je commence à l'appeler maintenant. C'est le sujet qu'ont préparé mes petits camarades ici, David et Aurélien, concernant l'intelligence artificielle. Que nous allons titrer « IA, avancée, perspective, limite ». Voilà, c'est un vaste sujet, évidemment. Entrée plat dessert, quoi. Entrée plat dessert, voilà, c'est exactement ça. T'as tout à fait raison. Et nous le retitrons, ou sous-titrons, ou surtitrons, c'est comme vous le voulez. IA, donc intelligence artificielle, vers la singularité et au-delà. Comme ça, tout le monde est content. Et comme ça... Peut-être que vous cernerez mieux le sujet. Quoi qu'il en soit, avant cela, l'actualité technologique vue par mes petits camarades. Et on commence avec la lettre A comme aimant, au pluriel, s'il vous plaît.
Et on nous dit que les aimants ne sont plus les bienvenus. Alors j'ai découvert cette info-là, elle est partagée un petit peu partout par la presse française, parce que c'est une invention française, j'ai envie de dire. C'est chez Renault et Valeo, qui réinventent un petit peu le moteur tel qu'on l'a conçu, en tout cas pour les voitures électriques, qui réinventent le moteur synchrone, en fait. Oui, c'est pour moi, parce que ça c'est un peu mon dada, vous savez. C'est ton dada. Oui, alors j'ai vu cet article, je me suis dit, oh non, mais il faut que j'en parle, et surtout, il faut que j'essaye de remettre l'église au milieu du village, parce que les effets d'annonce, c'est bien, ah, mais oui. Voilà. Alors, je vous rappelle que donc une machine électrique, qu'elle soit pour l'automobile ou autre, je vais remettre 2-3 concepts au début, elle se compose de deux choses. Une partie fixe, qu'on appelle le stator, et une partie mobile qu'on appelle le rotor. Et depuis l'invention des machines électriques, au début, il n'y avait pas d'aimant. Hein, tout était fait avec un électroaimant, donc un fil qu'on vient entourer autour d'une pièce polaire magnétique, et on vient générer un champ. On bobine. Et donc, lorsqu'on fait passer du courant dans la bobine, on crée un champ. On consomme de l'énergie, mais on crée un champ. Un aimant est une pièce naturelle, fait avec des matériaux naturels, qui permet d'obtenir un champ sans utiliser d'énergie. Ouais. Donc, depuis qu'on a découvert ces aimants, et notamment depuis qu'on a découvert la terre rare, on a dit oh là là, faut mettre des terres rares partout parce que ça permet de générer un champ sans utiliser d'énergie. Donc forcément, le rendement de mon moteur va augmenter puisque je n'utilise pas d'énergie pour créer mon champ. Ce qui est un argument défendable. Renault, donc dans les premières machines qu'on a installées sur les véhicules électriques, on mettait à l'époque des machines à courant continu à balai. Il y a eu une époque où il y avait ce type de moteurs, qui sont des moteurs relativement simples. Je rentrerai pas dans le détail parce que je pourrais y passer des heures. Oui. Et pour des questions de maintenance, de rendement, on est passé à des moteurs à courant alternatif. Il se décline en deux types, synchrone et asynchrone. Aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule électrique, vous pouvez avoir des moteurs synchrones et des moteurs asynchrones. Par exemple, sur les Tesla, il y a des moteurs asynchrones. Sur les Renault, et notamment les Zoé, il y a un moteur synchrone. Et dans les moteurs synchrones, il y a encore deux différences. Vous avez des moteurs synchrones où le champ au rotor est généré par des aimants. C'est ce qu'on appelle ça une machine synchrone à aimant permanent. Et vous avez des machines synchrones à rotor bobiné. Alors, c'est tout simple. Vous avez au rotor, dans la partie mobile, une bobine. Et le problème, c'est que cette bobine, il faut venir l'alimenter. Donc, ça pose des problèmes parce que venir mettre des fils qui viennent sur une partie mobile, faut passer par un système de bac-balai ou un transfo. Enfin, ça rajoute de la ce qu'on appelle communément les charbons, qui viennent alimenter. Oui, enfin, c'est ça, c'est le balai, mais on appelle ça aussi des charbons. Ça dépend en quoi c'est fait. Mais voilà, l'idée est là. Donc il y a pièces d'usure, etc., quoi. Donc aujourd'hui, Renault fait une annonce pour dire nous on réinvente le moteur à rotor bobiné. Bon, les Zoé en sont équipés. Pourquoi on utilise le moteur à rotor bobiné? D'ailleurs, je fais une petite aparté parce que à l'aide de cette bobine et de ce courant, on a un aimant qui est pilotable. Pourquoi? Parce que si on fait passer plus ou moins de courant, on a un aimant qui est plus ou moins fort. Donc on a une plage on peut jouer sur un paramètre qui permet d'étendre et de bien jouer sur la plage couple-vitesse de la machine. Notamment, si vous avez une petite Zoé qui va pas forcément faire de l'autoroute, mais qui va faire beaucoup de démarrage au feu, la machine à rotor bobiné est très utile pour ça, puisque on peut piloter le champ qu'elle a. Donc, là, Renault et Valeo écrivent des articles partout en disant nous, on a un nouveau projet, le projet E7A, qui est un moteur sans aimant. Et alors, on est très content parce que on réduit de 30% l'empreinte carbone puisqu'on n'utilise pas d'aimants terres rares et en plus, on n'est pas embêté pour les acheter parce que il y en a pas. Donc, on n'est pas dépendant des gisements de l'autre bout de la planète. Mais bon. Certes, ce moteur, il a peut-être une architecture autre, mais le moteur synchrone à rotor bobiné
c'est pas le premier sur une véhicule et c'est pas le dernier. La seule peut-être petite différence qu'ils apportent, et ça c'est une nouveauté, c'est que avec ce nouveau moteur, ils vont passer d'un réseau de bord à 400 volts, comme on peut trouver aujourd'hui, à un réseau de bord à 800 volts. Donc ils vont diviser toutes les courants par 2 à isopuissance, et donc ça va leur permettre d'avoir peut-être moins de cuivre, moins de tout ça. Et ça a aussi des impacts sur la recharge. Bon, j'ai donné plein d'informations. J'étais partant, et dites-le nous en commentaire si vous êtes intéressé par l'explication des différentes technos qu'on peut trouver dans une machine, d'un véhicule électrique au niveau motorisation et propulsion. Je serais très heureux de creuser vraiment la question et de faire un dossier là-dessus. Dites-le nous en commentaire. Mais dossier voilà, voire même hors série, c'est parce qu'il y a peut-être des choses à montrer et qui mériteraient d'être encore plus complet, parce qu'un dossier en général c'est lié à de l'actu, et là en l'occurrence c'est de l'actu, hein, on est bien d'accord, même si il y a fait, comme tu dis, effet d'annonce, aidant et autres. On réinvente pas la roue non plus, faut être très clair avec ça, mais en même temps un peu d'audace de temps en temps, pourquoi pas, hein. Mais sur les moteurs électriques de manière générale, hein, mais là en particulier sur les véhicules, que ce soit de la trottinette à la voiture, j'ai presque envie de dire, il y a des choses à dire effectivement, et s'il y a bien quelqu'un dans l'équipe qui peut en parler, c'est bien notre ami Aurélien, ça c'est clair. Donc n'hésitez pas à nous demander, à poser la question, à demander. Il faut être gentil avec Aurélien, c'est bientôt son anniversaire, donc soyez gentils avec lui, et à ce moment-là on mettra ça en boîte. On essaiera de faire ça dans des délais les plus courts possibles, c'est pas pour le faire dans 2 ans, hein. On est d'accord aussi. Je sais pas si David avait un truc à rajouter par rapport à cette annonce. C'est un petit peu en dehors de son périmètre habituel, mais peut-être une question à poser justement à Aurélien. Non ? Moi, je connais les moteurs de drone, moins les moteurs de voiture, donc j'étudierai la question et je te poserai des questions au cas où. C'est pas la même pratique. Ceci dit, le moteur de drone, il y aurait des trucs à dire aussi dessus et sur l'électronique qui va avec. Tout comme on pourrait parler des moteurs, des aspirateurs, on fera tous les faire. Comme ça, on est tranquille. Ça, c'est moins marrant. Mais c'est peut-être moins marrant, mais il y a de la techno aussi là derrière, donc voilà. Loin d'être autre chose, quoi. On va moins loin. On va moins loin. Bon, allez, et c'est le sujet suivant. La lettre F, comme fusion, c'est avec notre ami, je suis en train de perdre ma conduite, David, que nous parlons de fusion. Le Japon franchit une étape clé en fusion nucléaire, David. Voilà, donc c'est une nouvelle que j'ai épinglée de cette semaine. Donc le réacteur JT60SA au Japon qui est le plus grand réacteur de fusion et le plus récent au monde, a atteint une étape très importante en démarrant une réaction de plasma, qui est le premier plasma à haute température, qui est sous un vide en forme de donut. Et donc, le but de la fusion, c'est de produire de l'énergie propre. La fusion, c'est ce qui se passe dans le Soleil. Donc, c'est des atomes d'hydrogène qui fusionnent pour devenir de l'hélium. Et ça ne produit pas de déchets radioactifs. L'hydrogène est quelque chose qui est hyper disponible dans l'univers. Donc, c'est un très grand enjeu, comme on a déjà parlé plusieurs fois dans le passé. Oui. Donc, cette machine là au Japon est à 4 étages. Elle est contenue pour maintenir un plasma chauffé à 200 millions de degrés Celsius. Il parle de 100 secondes, mais je ne sais pas si c'est 100 secondes pour l'essai ou si c'est par étape de 100 secondes. C'est apparemment beaucoup plus longtemps que les tokamak précédents, parce que c'est comme ça qu'on appelle ce genre de réacteur. On avait déjà parlé dans le passé du projet ITER en France. Apparemment, ce réacteur japonais travaille en collaboration avec la France et ils s'échangent leurs technologies, les connaissances opérationnelles, et ce qui sera crucial également pour le développement de l'ITER.
Comme combustible, comme je disais, ça sera de l'hydrogène et son isotope du deutérium et pas du tritium. Deutérium, c'est en fait de l'hydrogène avec un neutron de plus, si je me trompe pas. Le tritium, c'est encore un de plus, mais qui est plus coûteux et qui est radioactif, ce qui n'est pas vraiment très intéressant ici. Alors pour le futur, on espère, le Japon veut mettre en place et construire ce qu'ils appellent DEMO, DEMO, une centrale de démonstration qui sera la première production commerciale d'énergie à base de fusion. C'est ambitieux, hein. C'est pas pour tout de suite non plus, hein. Il faut être honnête, ça va prendre encore un peu de temps. Il faut stabiliser cette fusion, il faut qu'elle perdure et qu'elle soit maîtrisée. Et bien entendu, on le rappelle à chaque fois, fusion n'est pas fission, et ce sont deux choses bien distinctes. Donc ça sera une solution, oui, c'est aussi une solution quelque part au réchauffement climatique, puisque c'est une source d'énergie neutre, carbone, donc voilà. Je sais pas si Aurélien avait un truc à rajouter par rapport à ce sujet peu pointu, mais toujours quand on parle de fusion. Ouais. Ils ont pris la enfin le savoir-faire de ITER, mais pas le retard a priori. Donc oui, ils avancent quoi. Voilà. Ils ont eu du retard aussi. Apparemment, le timeline qu'ils avaient prévu au Japon a été retardé de plus de 15 ans. Et entre autres, il y a eu des problèmes d'approvisionnement. Il y a eu un séisme en 2011, le séisme de Tohoku. Il y a eu un court-circuit en 2021 qui ont fait pas mal de retard pour ce projet-ci. Donc, on n'est pas à l'abri de quelques impondérables qui mettent à mal le planning, hein. Ça c'est comme toujours. Il faut être clair là-dessus. Si le sujet vous intéresse, vous passionne, on met les liens, hein, évidemment, chaque fois, pour toutes les news dont on parle, chaque fois, je le répète, mais c'est important, dans notre article de blog sur lestechno.be ou en description de chaque épisode, évidemment, et sous la vidéo sur YouTube, puisque vous le savez, nous sommes également sur YouTube. Ne faites pas ça chez vous. Et comment? Ne faites pas ça chez vous. Non. On est à la lettre I, comme implant. Les premiers effets secondaires des implants, il faut savoir de quels implants on parle. Parce que si vous venez de vous faire des implants capillaires, par exemple, on n'est pas sur le même sujet. Faut être très clair, c'est autre chose. Aurélien, on parle des implants... de quels implants de Neuralink. Oui, pardon. De Neuralink. Ben oui, c'est ça. Vous savez, cette petite société qui a été fondée en 2016 par Elon Musk, mais d'autres et d'autres personnes, pour améliorer certaines fonctions cognitives et puis pour réparer dans le cas de gens qui ont des troubles Parkinson, ce genre de choses. Et donc, depuis de décembre 2022 à mai 2023, ils ont fait des tests sur les animaux. Alors, je vous ai mis, j'ai un peu creusé le sujet, je vous ai mis un article de Géo qui est complètement à charge et qui dit oui, tous les singes qui ont eu des implants, ils ont eu des problèmes de comportement, ils ont fini par mourir. Bon, a priori, Neuralink s'en fout. Hein. Ils continuent, ils ont les autorisations, donc. Ils commencent depuis le mois de septembre, donc là, ça fait un mois et demi, là, ils cherchent, ça fait un mois et demi, ils cherchent les premiers cobayes et, à ma grande surprise, il y a des gens qui se précipitent pour être les premiers à s'implanter une puce Neuralink dans le cerveau. Ben, c'est la promesse, hein. C'est effectivement, si tu as un handicap particulier et que tu veux en être débarrassé et que ça te rend ta vie invivable, si c'est ton dernier recours, je peux comprendre que les gens se précipitent. Oui. Il faut espérer qu'ils ne se précipitent pas pour rien et voilà. C'est pour la science aussi, peut-être. J'y viens. Donc, on leur implante ce qu'on appelle un BCI, Brain Computer Interface, et alors, Neuralink n'est pas la seule société. Hein. Il y a d'autres sociétés, notamment aux US, qui essayent de lutter contre des maladies type Parkinson, contre des gens qui ont des souffrances et que ces implants essayeraient. Sauf que, les chercheurs qui suivent ces gens sont assez catégoriques sur le fait que les gens se sont dépossédés d'eux-mêmes, il y a une perte d'identité
et ils ont des difficultés avec leur rapport à eux-mêmes. Alors, moi, je sais pas exactement. Il y a des exemples qui sont beaucoup plus crus. Je vais en donner un, mais vous irez lire l'article pour le. Ces implants induisent des changements de personnalité ou d'expression de la sexualité. Donc les gens ne savent plus vraiment. Voilà. Moi, la question que j'ai, qui me reste après la lecture de ces articles, c'est ces implants. Certes, ils modifient certaines données nerveuses ils leurrent la perception de ton cerveau ou des muscles, enfin des ordres qui sont envoyés. Ouais. Mais est-ce que il y a un lien avec l'extérieur? Est-ce que c'est relié avec un PC qui lui, je suppose, qui lui analyse et puis est capable de. Il n'y a pas un ingénieur à côté qui écrit sur le truc, je veux que Marc soit heureux, il appuie sur la touche entrée et hop, Marc est heureux, tu vois. Et il se met à baver. Je sais pas. Ouais. Bon, en tous les cas, a priori, il y a des graves troubles, il y a des gens qui n'arrivent plus à se reconnaître, qui sont étrangers à eux-mêmes. Il y a un quinquagénaire qui avait Parkinson qui, d'un coup, s'est mis dans la tête qu'il avait une force extrême. Il a commencé à essayer de lever des choses extrêmement lourdes sans y arriver. Il a eu beaucoup d'échecs. Ça a fini par une tentative de suicide. Donc, oui, j'imagine. Et je vous donne que l'exemple le plus sympa de l'article, parce qu'il y a d'autres trucs qui sont plus hard. Je suis vraiment très, très dubitatif. Je comprends. Je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense qu'il faut que ce soit très encadré comme tu le dis, si c'est le seul espoir de certaines personnes, why not? Mais je suis quand même très dubitatif et je mets des gros warnings sur l'utilisation de ces puces. Une nouvelle fois, c'est comme l'article de Renaud et Valéo. Je fais très attention à qui a écrit l'article. Bien sûr. Comment. Il faut garder. Faut essayer de croiser ça avec d'autres infos éventuellement ou d'autres expériences. Je sais pas ce qu'en pense David, si tu avais déjà un peu parcouru ce genre d'infos ou ça t'est un peu étranger, je sais pas. Si, j'ai vu pas mal d'articles, beaucoup de singes qui ont eu le cerveau grillé. Pour ce qui est implant, moi je préfère le silicone. Ça a l'avantage d'être cash, soyons honnêtes. Ceci étant dit, moi j'avais quand même deux petites remarques. La première, c'est qu'on touche quand même à une machine d'une complexité rare et que je pense qu'on ne comprend pas encore très bien, hein, le cerveau. On ouvre quand même le cerveau, on va y poser des trucs qui n'ont pas grand chose à y faire dans la nature. On vit pas comme ça, hein, donc c'est des paramètres qui, à mon avis, sont peut-être pas totalement maîtrisés et qui demandent encore à être explorés. Et puis d'autre part, par rapport à la réaction même des gens, on a vu dans d'autres cas, et sans parler de cerveau, mais de gens qui sont simplement opérés pour une raison ou pour une autre, changer de comportement ou d'habitude de vie ou de sentiment ou autre, parce qu'il y a un changement physiologique presque, enfin non, pas presque, totalement, et que du coup ça induit des modifications de comportement ou de... Et évidemment, je pense par exemple au traitement de l'obésité par le biais d'opérations de l'estomac, d'anneaux, etc. Ça doit être encadré psychologiquement, ce genre de choses, hein, parce que c'est tout d'un coup, à un moment donné, tu manges plus de la même manière, tu t'alimentes plus pareil, ça change tes habitudes de vie, donc forcément, il faut un peu l'accompagnement, à mon sens, pour arriver à avoir des résultats probants et que finalement on soit heureux, parce que c'est ça le but, heureux et en bonne santé, quoi. Moi je comprends pas que dans un premier temps on n'y aille pas par étapes, c'est-à-dire que ces puces ne soient pas uniquement du monitoring pour faire avancer la science avant d'intervenir au niveau des nerfs, du cérébral, des nerfs. On pourrait se servir de ces technos qui sont peut-être très bien, j'en sais rien, mais juste pour prendre de l'info et avancer sur de la recherche avant d'essayer de modifier les gens. Oui, je mets ça entre guillemets, c'est difficile à dire. En tout cas, ça permet, ce genre d'article, de se poser d'autres questions que simplement se dire, tiens, est-ce qu'on fait un gros trou ou un petit trou, qu'est-ce qu'on met comme électronique, etc., etc.
ce genre d'implant manifestement permet de donner à des gens des nouvelles opportunités qu'ils avaient perdues à la suite d'un AVC par exemple. On avait vu ça récemment avec une dame qui avait eu un AVC qui ne pouvait plus s'exprimer et qui tout d'un coup pouvait de nouveau s'exprimer par le biais d'un écran avec du texte, etc. Mais au moins elle pouvait communiquer, ce qui n'était plus le cas depuis de nombreuses années. Nous, ça nous paraît magique comme ça, mais on n'est pas à l'intérieur de cette dame ou de ces hommes. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, et ça pose plein de questions éthiques et autres. Et on n'a pas, nous en tout cas, enfin moi, j'en ai aucune, soyons clairs, mais on n'a pas toutes les réponses, même les scientifiques, je pense, et qu'on est tout début de quelque chose. Il va falloir suivre ça de près, évidemment, et garder un œil là-dessus. Est-ce qu'on avait un truc à rajouter sur ce... Oui. Est-ce qu'Elon ne s'était pas fait implanter une de ses puces lui-même? Parce que ça pourrait expliquer pas mal de choses. Peut-être, oui. Mais enfin voilà, je pense qu'il avait déjà un comportement un peu erratique avant tout ça. c'est pas tout à fait nouveau. Mais bon, là, il y a peut-être la puce X. Voilà, c'est la puce X où il met des X partout. Et c'est un truc un petit peu particulier. C'est du Elon Musk, voilà. On était à la lettre M comme Microsoft avec David. On va faire un... Oh là là, je suis fatigué moi. On va fêter un anniversaire. Enfin, on a fêté un anniversaire. C'était le 10 novembre dernier. C'était les 40 ans de Windows, David. Les 40 ans de Windows, je vais préciser les 40 ans de l'annonce de Windows. Oui. Parce que la sortie de Windows a été 2 ans plus tard, mais en 83, le 10 novembre, Microsoft ayant appris que l'interface graphique d'Apple, qui était basée sur une technologie Xerox PARC, était nettement plus avancé que ce qu'ils avaient. C'était un projet qui s'appelait Lisa. Il y avait également un projet qui était par VisiCorp qui s'appelait VisiOn, qui est une interface graphique qui était conçue pour fonctionner sous DOS. Sur les PC donc IBM, qui a été lancée elle en décembre 83, mais bon qui était déjà en marche avant, et qui intégrait beaucoup de fonctionnalités d'interface utilisateur moderne. Donc Microsoft, qui ne devait pas rester là, a annoncé Windows 1.0, un produit qui allait être différent. La première présentation publique donc a eu lieu le 10 novembre 1983. À l'époque, la démo nécessitait 2 lecteurs disquettes et 192 kilobytes de RAM. Microsoft a annoncé ça comme étant un driver au-dessus de MS-DOS 2.0 à l'époque, mais qui était une couche supplémentaire. Et donc, ça offrait un interface entre guillemets multitâche, parce que c'était pas du multitâche comme c'est aujourd'hui, parce que bon, les processeurs n'étaient pas non plus aussi... Oui, quoique il y avait déjà les 386 en 83. Ouais. Donc un interface donc multitâche, coopératif, avec des fenêtres juste à poser. D'ailleurs, en lien, il y a la présentation de 2 ans plus tard de quand la sortie officielle de la version finale. C'est assez intéressant parce que c'est marrant de voir Bill Gates jeune. Oui, qui présente. Je sais pas si lui apprécie de se revoir. Par contre, c'est quand même bien. Voilà, c'est bien années 80, quoi. Hein. Il faut être honnête. Le ne pape. C'est bien années 80, mais je veux dire, il y a eu pas mal de sorties de Windows qui se sont moins bien passées, comme par exemple, c'était, je pense, Windows 98 où ils parlaient de leur PNP plug and play et que paf, l'écran bleu en pleine présentation. Ce qu'on a rebaptisé en plug and pray d'ailleurs à l'époque. C'est plug and oui. Et donc, tout à fait. Et voilà. Vas-y, je t'en prie. Et donc voilà, donc oui, donc c'est tout un chemin qui a été parcouru. C'est assez intéressant de voir parce qu'en fait il y a
Il y a l'évolution, il y a le Macintosh qui est sorti à peu près au même moment, donc il y a le Windows, il y a le Mac et tout ça, donc c'est vraiment tout ce qui a donné les interfaces utilisateurs modernes. Et finalement, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui a changé, il y a beaucoup qui a changé en même temps, mais toutes les bases ont été jetées plus ou moins vers ces époques-là. Ça avait rendu fou Steve Jobs, hein, ça de voir l'annonce de ce que lui considérait être sa nouveauté, alors qu'ils avaient tous les deux vandalisé Xerox. Mais ça a été une époque où il y avait une émulation encore entre les Windows et les Apple, et enfin entre Microsoft et Apple plutôt, et il y avait une bagarre, on va dire, plutôt, enfin que je qualifierais de plutôt saine. Parce que il fallait tirer le truc vers le haut et le plus rapidement possible. Toute une époque, évidemment. Je ne sais pas si Aurélien voulait rajouter quelque chose. Peut-être pas sur le joli costume de Bill Gates. Non. Non, mais ça me rappelle des choses, même si j'étais pas né à l'époque, mais ça me rappelle Windows. Enfin, moi, le premier Windows que j'ai connu, c'est 3.1. Ouais. 3.1. Ouais. Et c'était déjà, enfin voilà, graphiquement c'était ce que c'était, hein. C'était pas. Mais on était quand même content de l'avoir, hein. Quand on avait installé les je sais plus, c'était 15 ou 20 disquettes. C'est pour avoir son Windows 3.11, on était content de l'avoir, on savait pas très bien ce qu'on allait en faire, mais c'était à part des réussites. Oui, et puis ça a donné naissance aussi aux éditeurs de texte, Word, ou alors il y avait WordPerfect aussi à l'époque, qui était, c'était quand même un grand pas en avant par rapport à écrire en mode texte. Là, on avait vraiment les fontes. Moi, je me souviens. C'était fin des années 80, j'avais été dans un bureau qui éditait des journaux, des petits journaux locaux. Ils avaient des ordinateurs où ils mettaient les écrans en vertical, ce qui était assez étonnant à l'époque, mais en fait c'est une pratique assez courante apparemment. Et donc on voyait réellement comment ça allait être publié dans le journal directement. Et ça c'est une grosse évolution par rapport à quand c'était du bête mode texte avant. J'avais utilisé WordPerfect au tout début, et avec un luxe énorme pour l'époque, c'était l'imprimante laser, les premières imprimantes laser de Canon. C'était assez massif, mais ça donnait un résultat qu'on ne connaissait jusqu'alors pas, parce que jusqu'alors on avait des imprimantes matricielles avec des petits points. Même si on avait des jolies polices de caractères, ça restait quand même un peu grossier, en tout cas sur le papier. Mais ça faisait une belle musique. Et ça faisait des jolies musiques, oui, effectivement. Enfin bref, c'était la séquence vieux con, comme on l'appelle d'habitude quand on fête un anniversaire informatique dans ce podcast. Donc, allez, vous aussi, lâchez-vous, n'hésitez pas dans les commentaires à lâcher vos souvenirs de guerriers d'il y a plus de 40 ans même maintenant. Donc, ça nous fera sans doute sourire et ça nous rappellera de bons moments, ou pas. Mais toujours à la lettre M, avec Aurélien, pour parler de Minesto. Il va falloir que tu nous expliques ce titre énigmatique, voler sous l'eau pour produire de l'électricité. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange entre l'eau et l'électricité. En général, ça fait pas bon ménage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, alors je vais essayer de vous expliquer ça. À la Sébastien, qui explique toujours très bien, et voilà. Bah oui, c'est un exemple. Lorsque vous imaginez que vous êtes sur une plage, vous avez un cerf-volant. Vous avez tous fait jouer avec un cerf-volant sur une plage. Lorsqu'il est en haut, les câbles sont assez peu tendus, vertical par rapport à vous, les câbles sont assez peu tendus. Par contre, si vous essayez de jouer soit à gauche, soit à droite, vous voyez bien que les câbles se tendent plus et que le cerf-volant va prendre plus de vitesse. Mmh. Et en fait, c'est ce que les ingénieurs de chez Minesto ont essayé de reproduire en se disant, si on le fait dans l'eau, on va pouvoir récupérer de l'énergie, beaucoup d'énergie, 1000 fois plus, puisque l'eau est beaucoup plus dense que l'air, et la transformer en électricité. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Vous imaginez une aile de 12 mètres d'envergure.
qui ressemble grosso modo, qui a la forme d'un avion. Oui, c'est ça, oui. Qui va d'un petit avion, 12 mètres d'envergure, qui va être mis sous l'eau, retenu par un câble au fond de l'eau, et qui va pouvoir être télécommandé de manière à ce que on puisse le faire tourner. Et donc, on va lui faire décrire des 8 dans l'eau, vous imaginez, accroché à son câble, il va faire des 8. Et comme il est... forcément, il y a le courant perpendiculairement au 8. Et donc, tout comme votre cerf-volant, quand il va être face au courant, le câble va se tendre. Mais quand on va le faire tourner, comme votre cerf-volant, il va prendre plus de vitesse. Et on va utiliser la force de portance hydrodynamique du système pour faire circuler l'eau dans la turbine qui se trouve au milieu de l'avion. D'accord. Et venir générer de l'électricité. Je voulais juste rajouter Oui, ton explication est parfaite. Je voulais juste rajouter un élément parce qu'on va nous dire, ceux qui n'ont pas l'image ou qui n'ont pas encore été regarder nos sources et la vidéo qui va avec, oui, mais il n'y a pas de vent sous l'eau. En fait, c'est un avion, c'est un sous-marin quelque part, mais qui est retenu par ces fameux câbles. Et ce le vent, c'est les courants. Oui, c'est ça. Mais ici, il y a des hélices sur le bidule, si tu regardes bien la vidéo. Mais soit dit en passant, voilà, c'est la retenue des câbles qui fait qu'on va lui faire des 8, comme tu l'expliquais, et qui va augmenter la vitesse dans la turbine, la vitesse de l'eau dans la turbine. C'est ça l'idée. Voilà. En fait, le fait de lui faire des 8 va le faire grandement accélérer, et on fait le flux d'eau dans la turbine va plus vite que la vitesse du courant. Donc je vous invite à aller voir les vidéos, c'est assez spécial. Alors pour vous donner quelques ordres de grandeur, vous allez me dire c'est un proto de labo. Non, c'est pas un proto de labo. Là ils sont en train de mettre au point le Dragon 12, donc 12 mètres d'envergure. La turbine, elle est capable de produire 1,2 mégawatts. Ah oui, quand même. Donc, ça fait 1 200 000 watts. Donc, je sais pas, il faut certaines... voilà. Donc, c'est un projet... Donc, j'ai dit que l'énergie produite était envoyée sur Terre par des câbles électriques. Bon. C'est un projet qui a débuté en 2019. Ils ont fait leur premier proto en 2019 et qu'ils ont mis à l'eau pour tester ça. Et ils ont commencé à renvoyer de l'énergie au réseau à partir de 2020. Donc, vous voyez que c'est pas, c'est un truc, ça fonctionne et c'est déjà en production. Et donc c'est une boîte, je vais pas dire de bêtises, c'est une spin-off de Saab, c'est dans les pays nordiques. J'ai plus le truc. Et les protos là sont mis à l'eau au large des îles Faroé. Saab, tout le monde se souvient des voitures évidemment, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Mais Saab fabrique des avions. C'est une société d'aéronautique en fait. D'aérospatiale, ouais. Et donc, alors si vous êtes intéressé, sachez que ils ont un gros partenariat avec un géant des composites, parce que toute l'aile de 12 mètres elle est en composite. À mon avis, les ingénieurs en calcul de structure, ils doivent bien s'amuser parce que c'est quand même un bazar. Il doit y avoir des forces là-dedans qui doivent être pas à piquer des hannetons. Alors, ils ont beaucoup travaillé sur tout ce qui était maintenance et tout ça, donc ils peuvent aller chercher l'aile de 12 mètres, la décrocher du fond de la mer et aller la ramener pour la maintenance et tout. Donc vraiment là, on critique les éoliennes pour leur côté. Les éoliennes marines, pardon, pour leur côté ça dénature le paysage des côtes et tout ça. Donc ça pourrait être une solution. Maintenant, est-ce que y a du courant tout le temps ou il y a du courant plus souvent qu'il y a du vent, je sais pas. Mais je trouve que c'est technologiquement c'est très intéressant. Je pense que a priori ils rejettent déjà de l'électricité sur le réseau, donc c'est que ça doit bien fonctionner, que ça doit être quand même une quantité significative, je pense, parce que ça peut pas être.
faut que ce soit gérable sur le long terme, qu'on sache la maintenance soit aisée. Manifestement, ils ont pensé à tout, hein. C'est en tout cas à beaucoup de choses. Moi, je crois plus dans ce type de projet ça paraît un peu farfelu, mais ça va quand même très très loin et c'est déjà très abouti. Mais on a déjà parlé de projets un peu de ce type-là, en tout cas liés à la mer et au mouvement de l'eau, parce qu'il y a une force extraordinaire là-dedans, qui serait dommage marée motrice entre autres, hein, mais pas que. Il y avait un projet comme ça avec des bouées, simplement le mouvement de l'eau, monter, descendre, avec des charnières entre guillemets entre différentes bouées, et que ces charnières soient quelque part génèrent de l'électricité. Enfin voilà, il y a plein d'idées dans ce genre-là. Moi, je trouve ça plutôt... moi, j'y crois plus. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être David, je sais pas si toi, t'as ce sentiment-là aussi. J'ai plus envie de croire à ce type de projet qu'à des éoliennes, enfin, qu'à des projets liés au vent, par exemple. Je sais pas ce que t'en penses, David. Les éoliennes, ça existe déjà et il y a pas mal de problématiques de déchets, de coûts en terres rares, fabrication. Maintenant ici, donc si je comprends bien, ça exploite les forces des courants marins de manière plus efficace que ce qui existe jusqu'à présent, c'est ça? Oui. C'est un peu ça. Et alors, il y a dans les vidéos, il y a différents cas de figure où le système est un petit peu autonome. Enfin, en tout cas, il y a une hélice qui le fait, qui lui permet de faire des mouvements. Il y a une vidéo aussi où il est tracté par un bateau. Enfin voilà. Donc là, il faudra un petit peu creuser la question, mais la base de ce qu'a expliqué Aurélien est tout à fait valable, et on comprend bien l'idée de récupérer donc cette puissance particulière. Augmenter, amplifier, on va dire, par le mouvement en 8, comme tu l'expliquais. Il faut faire des 8. Il faut faire des 8. C'est comme dans la Ligo. Il faut pas faire des X, il faut dire ça à l'autre, là. Il faut pas faire des X, il faut faire des 8, tout simplement. Sinon, les cerfs-volants traditionnels, on peut faire des 8 par temps d'orage, on récolte aussi l'électricité. Oui, on peut, mais c'est beaucoup plus définitif. Disons que ça, c'est un fusil à un coup, ça. On s'allume une fois et puis après c'est terminé. Vous irez voir hein, sur le blog lestechno.be ou dans la description. Il y a 2 liens avec les détails, les vidéos, etc., etc. C'est passionnant. Merci en tout cas Aurélien pour cet excellent sujet. On arrive à la lettre Y. Notre abécédaire, il saute la lettre, c'est comme ça. Y comme YouTube. YouTube, David, il y a des plaintes visant YouTube en Europe pour anti-adblock. Il y a un bras de fer pour l'instant entre YouTube et les adblocks. Hein, il faut bien le dire. David. Oui, tout à fait. YouTube a décidé de faire la guerre aux adblockers, donc ces programmes qui permettent d'outrepasser les publicités, vu que évidemment il y a YouTube Premium qui est payant et YouTube gratuit où on est obligé de se taper pas mal de pubs. Et donc ils ont mis en place des scripts pour détecter et avertir les utilisateurs qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser des adblockers. Maintenant, il y a un consultant en vie privée en Irlande qui s'appelle Alexander Hanf, qui est en train de préparer une plainte pénale contre YouTube pour surveillance illégale, présumée, évidemment. Et donc voilà, les implications, c'est que YouTube pourrait avoir de gros problèmes en Europe parce qu'apparemment ces scripts de détection d'adblockers sont mis en place sans demander un consentement des utilisateurs, alors que dans les lois de l'Union européenne, on est obligé d'avoir le consentement des utilisateurs pour espionner en quelque sorte ce qui tourne sur leur ordinateur. Donc on parle d'espionnage sans consentement. Et donc voilà. Donc ça pourrait avoir un très grand impact sur YouTube en Europe.
Évidemment, c'est leur fonds de commerce, hein, la publicité, c'est Google, on connaît le schéma. En plus, même ceux qui produisent du contenu de manière bénévole et ne sont pas dans le deal économique, enfin le deal commercial de YouTube, voient leur publicité encadrée par de la publicité pour laquelle ils ne gagnent eux pas d'argent. Dans leur vidéo. Bien, mais voilà. Pardon, j'ai dit quoi? Leur vidéo encadrée par de la publicité. Oui, c'est ça. J'avais dit quoi? Je sais plus. Leur publicité encadrée par de la publicité. Ah oui, ça mais je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, c'est que de la publicité et un peu de vidéo. Oui, c'est ça. Et donc, c'est pas faux. Et donc, même nous, on est un peu désolé. On prend un peu des sous, hein. Donc, il faut être honnête parce que ça permet de payer d'autres trucs par ailleurs. Mais en même temps, je vous rassure tout de suite, c'est des cacahuètes. Et puis, dans le pourcentage, effectivement, tu le disais très bien, David, dans le pourcentage des gens qui viennent voir nos vidéos, si on parle des nôtres, il y a à peu près 30-40% de gens qui ont choisi le compte premium et payent pour ne pas avoir de publicité. Et donc, c'est pas très normal qu'il y ait des gens d'un côté qui doivent payer pour ne pas avoir de publicité, que d'autres utilisent un adblocker. Enfin voilà, c'est tout un débat évidemment. Alors après, la vraie info en fait dans ce dont on vient de parler, c'est qu'effectivement les méthodes utilisées par YouTube pour repérer le adblocker posent question, en tout cas en Europe, puisque c'est un logiciel espion quelque part qu'ils utilisent pour savoir ce qu'on utilise sur sa machine. Et ça, en Europe, on peut pas. Voilà, c'est le mot en effet qu'il utilise, c'est logiciel espion, et apparemment ça espionne et ça surveille le comportement du navigateur, même si on utilise l'option Do Not Track. Donc ça outrepasse des options où on ne veut pas être tracé. Mais ça s'en fout, ça le fait quand même. Apparemment, la législation irlandaise est assez dure là-dessus. Ils ont donc, ils parlent de la section 2 et 5 de la loi sur l'abus informatique. Qui disent que donc c'est une infraction c'est une violation des mesures de sécurité sans autorité légale, et donc ça pourrait donc non seulement impliquer YouTube, mais apparemment Facebook est aussi dans le collimateur parce que ils utiliseraient ou seraient en passe d'utiliser des techniques plus ou moins similaires. Oui, si l'un le fait, il n'y a pas de raison que d'autres ne le fassent pas, hein, il faut être honnête. Là, il s'agit de YouTube en l'occurrence, mais parce que voilà, c'est les gros poissons, on va dire. Facebook va suivre, certainement d'autres aussi, et donc il y aura à un moment donné un règlement de compte et une législation qui sera sans doute adaptée, et peut-être qu'ils décideront de rendre tout payant, comme Facebook payant par exemple, pour ne plus être traqué par les trackers publicitaires, des choses du genre, pour se mettre en conformité avec les lois européennes. On verra bien de quoi il en retourne. Tu voulais rajouter un truc, Aurélien? Oui, je trouve que c'est de pire en pire sur YouTube, clairement. Et là où je trouve que c'est encore pire, c'est sur les applis télé. Quand vous utilisez YouTube sur une télé connectée, je trouve que le nombre de pubs est de plus en plus important et que le temps où on peut pas le skipper est encore plus long. Alors, c'est dans les nouvelles directives de YouTube, jusqu'à une certaine, il y a pas longtemps, il y a quelques semaines à peine, en tant que créateur de contenu et mettant notre contenu sur YouTube, on pouvait choisir d'avoir par exemple qu'une publicité, une bannière sur la page, et pas de pré-roll, ce qu'on appelle le pré-roll, la pub avant la diffusion de la vidéo, pas de mid-roll à l'intérieur de la vidéo, et pas de post-roll. C'était cochable, etc. Ils ont réduit tout ça à néant, et maintenant tu as juste le droit de dire je veux du mid-roll ou pas. Donc on n'a plus le choix, il y a de la pub et on n'a plus le choix de savoir si elle est si on peut la zapper ou si on peut pas la zapper. Donc c'est aussi, ils ont la main là-dessus, avec l'argument, c'est ce qui nous sert à nous qui mettons du contenu sur YouTube, en nous disant vous allez voir, ça va augmenter vos revenus. Très honnêtement, c'est cacahuète, une cacahuète fois 2, ça fait 2 cacahuètes, c'est le double, mais c'est quand même que 2 cacahuètes, quoi. Donc voilà. Alors ça peut, sans doute que ça impactera plus des gros youtubeurs
c'est ce qui n'est pas du tout notre cas. Donc, moi, personnellement, on s'en moque un peu, mais en même temps, pour l'utilisateur, pour celui qui veut nous suivre, c'est un peu plus impactant quand même. Il y a la publicité. Des fois, ces publicités ne sont pas super agréables, donc on a une perception de cette publicité qui est négative, et donc c'est forcément plus long. On ne sait pas non plus quelle va être la durée de ces publicités. Et puis, il y a des créateurs de contenu qui jouent le va-tout et qui disent « Oh, mais même dans mon contenu, je veux bien qu'il y ait de la publicité », et donc leurs vidéos sont hachées toutes les X minutes par une pause publicitaire. Voilà, c'est très moyen, mais bon, voilà, c'est le modèle économique qui veut ça. Par ailleurs, je tiens à signaler aussi que nous sommes sur PeerTube, et que là, il n'y a pas de publicité du tout. Donc voilà, et en vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à notre podcast vidéo. Si, ça existe, il y a un podcast vidéo. Si vous allez sur Apple Podcast, vous cherchez les technos, vous allez voir qu'il y a deux flux. Le normal, on va dire, celui que vous écoutez peut-être là maintenant, et puis il y en a un avec entre parenthèses vidéo, et vous pouvez nous regarder en vidéo également via ce flux-là. Et troisième option, mais là je pense qu'il y a de la publicité aussi, sauf si vous payez évidemment, c'est sur Spotify, où nous sommes également disponibles en vidéo. Comme ça, j'ai fait un peu de retape en même temps, tu vois, c'était l'occasion de... Non, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Le sujet retape. Voilà, c'était un peu le sujet retape. Après le sujet vieux con, le sujet retape. On a fait le tour du sujet YouTube, pub, machin, etc. Si vous allez nous mettre des commentaires, ah non, j'aime pas la pub, machin, etc. Ça, on le sait. La question, c'était pas ça. La question, c'était des logiciels espions sur les ordinateurs. C'est la question. C'est pas la question de la pub. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que les commentaires vont aller dans ce sens-là. Je les anticipe un tout petit peu, tout de même. Hein. On a fait le tour de l'actualité, en tout cas une partie de l'actualité. On n'a jamais dit qu'on allait parler de tout, évidemment. Pour ça, il y a d'autres podcasts, il y a d'autres sites, et on se félicite d'ailleurs de ne pas jouer la même carte que nos collègues, que nos confrères, en vous proposant une alternative. Et puis, la seconde partie de l'épisode, vous le savez, depuis le début de cette saison, est consacrée à la grosse patate, au gros sujet, au dossier, comme on l'appelle, que voici, que voilà. IA, intelligence artificielle, s'entend, avancée, perspective, limite. Quand je dis c'est la grosse patate, c'est parce que là c'est un sujet quand même très touffu. On va pas pouvoir parler de tout, soyons clairs, on va pas rentrer dans tous les détails. Mais il y a quand même quelques trucs qui sont sortis dans l'actualité de la semaine. Aurélien, tu as déjà en première intention épinglé deux articles, l'un qui concerne Bill Gates et l'un qui concerne un concept que dont tout le monde n'a pas encore entendu peut-être parler, c'est l'IA générale versus l'IA tout court. Et ça, il va falloir que tu nous expliques un peu. Mais commençons peut-être avec la vision de Bill Gates, Aurélien. Oui, je remercie, je crois, Sébastien qui a partagé cet article du blog de Bill Gates. Alors, je ne sais pas ce qu'il a à faire de ses journées, Bill Gates, mais il écrit des beaux articles. Et moi, j'aime bien quand on prend bien du recul sur un sujet aussi large et aussi buzzword que l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, c'est un article qui est très long, assez long, mais en tous les cas, il plante bien le décor. Alors, Bill Gates, évidemment, lui, il a connu, on en a parlé dans l'épisode, hein, il a connu le début du DOS et du Windows. Donc, voilà. Et donc, il commence par dire, voilà, la relation qu'on avait avec un ordinateur jusqu'à présent, c'était, on a une caisse à outils, on a différentes applis, et on se sert de l'outil ou de l'appli dont on a besoin, et cette appli-là ne sait faire que ça. Vous voulez écrire une lettre, faites du Word, vous voulez faire des calculs, faites Excel. Et ça, c'est un peu le vieux temps, parce que maintenant, un ordinateur, ça sera quelque chose qui sera capable de vous aider, de vous accompagner, et plus vous partagerez d'informations avec lui. Alors là, je vous dis pas le nombre de questions et de questions que ça soulève. Plus vous partagerez d'informations avec lui sur votre vie, sur vos habitudes, sur tout ça, plus il pourra vous aider de manière pertinente et vous n'aurez plus la sensation d'avoir une boîte à outils face à vous. Vous aurez vraiment l'impression d'avoir un compagnon, un agent. Et alors, j'insiste sur ce terme d'agent.
Donc, ça sera un assistant personnel qui ne sera pas un humain, mais avec qui vous pourrez, selon lui, parler en langage naturel et obtenir toutes les questions. Alors, on est passé on en parlait dans l'épisode, de la saisie de commande sous DOS. Souvenez-vous, avant, ouvrir un dossier, c'était céder les technos pour aller apercevoir les technos. L'appui sur des icônes, et maintenant, peut-être que il y avait des news là, cette semaine aussi sur le smartphone sans écran. Peut-être que bientôt un ordinateur personnel, ça sera juste quelque chose d'audio où on n'aura plus d'interface utilisateur telle qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, il se défend sur le fait que lui, il avait inventé Clippy. Alors, ah oui. Je me souviens, non mais je me suis moqué parce qu'ils vont faire le retour de Clippy avec l'intelligence artificielle. Je me suis moqué de cette news il y a quelque temps. Mais Bill Gates dit Clippy, c'était un peu le compagnon que je voulais. C'était les prémices de l'intelligence artificielle. Alors attention, Clippy, c'était je me souviens, c'était Office 95, 97 peut-être, je sais pas, je me rappelle plus, mais bon, c'était dans ces années-là, fin des années 90, et bon, évidemment, il faisait qu'un nombre très très limité et suggérait un nombre très très limité de choses. Mais pour lui, c'était les prémices d'un robot, d'un chatbot qui allait avec le... Merci, pour... J'illustre. Ouais, t'as raison. J'aimerais bien l'oublier celui-là. Et donc, pour lui, c'était le début d'un robot, et c'était un robot, un chatbot, et c'était le début de l'intelligence artificielle. Les progrès de l'informatique ont fait que, on va avec les informations qu'on a et qu'on va pouvoir collecter, qu'on a, les bases de données qu'on a et la puissance de calcul qu'on a, ce robot va devenir un agent. Et donc, lui, il fait bien la différence entre un robot, un chatbot. Souvenez-vous des premiers chatbots qu'on a connus, c'était quand même pas dingue. Et de ce qu'on peut voir maintenant, qui quand même est... voilà. Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça vous aide, et on en a parlé encore en off, à collecter de l'information, l'ordonner, mais pour l'instant, il y a très peu... La décision finale reste humaine. En d'autres termes, pour lui, il y a un tas de métiers qui vont disparaître. Imaginez que vous souhaitiez organiser un week-end, je sais pas, un petit week-end avec votre épouse en Espagne. L'intelligence artificielle va pouvoir vous dire, en fonction des goûts et toutes les informations, je le répète, qu'il aura sur vous, que vous aimeriez bien aller dans tel bar à tapas, dans tel hôtel et dans tel machin, et que, en fait, il saura mieux que tout le monde. Là où aujourd'hui, vous devez aller voir une agence de voyage, parler avec quelqu'un, lui dire moi j'aime bien les tapas et puis machin, et lui il va chercher, et donc lui il dit qu'il y a un tas de métiers comme ça qui vont disparaître parce que en fait il y a très peu de gens qui peuvent se payer les services de quelqu'un qui va chercher le bon resto de tapas et tout ça, et l'intelligence artificielle va prendre le bout. Bon, chacun sera juge. C'est un exemple, chacun sera juge, tu as raison. Alors, autre point, il parle de la santé. La santé, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des IA qui sont capables de lire une radio ou des choses comme ça beaucoup mieux qu'un œil humain. Radiographie, tu veux dire. Une radiographie, oui, pardon. Lire une radiographie. Oui. Ou un examen médical mieux qu'un humain. Ouais. Mais la solution reste finale. Il parle aussi de la santé mentale. Alors là, je me suis dit, oula, en fait... je pense qu'il y a beaucoup, on le sait, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aller voir des psys pour des problématiques, et échanger avec un bot. Voilà, échanger avec une IA. Ils pensent que voilà, les psys, il va y en avoir une. Rappelons-nous qu'il y a quelques mois, peut-être une année, ou peut-être un peu plus d'une année, il y avait eu une dérive comme ça où quelqu'un, l'IA avait suggéré le suicide à une personne. Donc c'est faux quand même un peu se méfier, ça a besoin quand même d'être un minimum encadré à mon sens, mais bon. On est d'accord. Et je vais me dépêcher pour laisser David. Il parle aussi de l'éducation. Vous lirez, il a des visions assez claires de ce que va permettre l'éducation. Il pose 2 questions à la fin qui se disent, voilà, on aura peut-être pour des questions de silotage,
on aura peut-être un agent par personne pour le médical, un agent pour nous former, apprendre, un agent. Est-ce que ces agents doivent, pour être encore plus forts, se parler entre eux, avec tous les problèmes de données que ça peut poser. Voilà. Et il parle aussi de tout ce qui pourrait arriver. Aujourd'hui, vous offrez des fleurs à une amie parce que c'est son anniversaire. L'intention est très bonne. Si c'est l'IA qui vous a dit ce matin en vous levant, dis donc, c'est l'anniversaire de Micheline, tu te ferais bien de lui offrir des fleurs. Ça a plus le même. Mais ça, je vais te dire que les réseaux sociaux le font déjà très très bien, ça. Te rappeler l'anniversaire des gens, on l'a tous fait. On l'a tous. Tiens, c'est son anniversaire, je vais lui souhaiter un joyeux anniversaire. L'attention reste quand même bonne. C'est juste que c'est un problème de mémoire, plus qu'autre chose. La suggestion des fleurs, ça c'est autre chose, parce que ça c'est voilà. Et si tu l'oublies, Clippy les enverra pour toi. Oui, c'est ça. Oui, non, mais t'as même plus rien à le faire. T'as plus rien à faire. C'est pas loin d'être vrai. Et dernière chose, il se demande aussi pour les jeunes générations si on a avec nous un agent conversationnel qui sait tout. Et donc, on n'a plus envie d'apprendre. Ça, c'est une vraie question. Oui, c'est ça. C'est un peu le problème. C'est une vraie question. Moi, ça me. Voilà. Bon, je laisse la parole à David. Mais non, parce que tu n'as pas abordé le second volet que tu voulais aborder, parce qu'il y a un deuxième article de chez Forbes entre intelligence artificielle, juste pour expliquer le contexte, ce débat qui a, alors tout le monde ne connaît pas les deux acronymes, enfin le premier IA, tout le monde a compris, IA général, c'est un autre concept qui s'oppose un peu au concept d'IA ou qui en fait partie? Qui en fait partie. D'accord. L'IA amène à des décisions, mais comme je le disais avant, c'est l'humain qui reste à peu près maître des décisions. L'IA générale, c'est le cran d'après. C'est-à-dire que c'est une IA qui peut faire avancer des décisions aussi puissantes que ce que pourrait faire l'humain. C'est ramener de l'humain et de la perception humaine là où il n'y en a pas. Je donne un exemple. Alors, vous lirez, il y a l'exemple du robot qui doit laver le linge et qui rentre dans une maison et qui doit laver le linge. Ça serait trop compliqué que je le fasse. Par contre, par exemple, quand vous faites des choix, notamment dans un supermarché à une heure de repas, on sait très bien qu'il n'y a pas que votre cerveau qui choisit tel ou tel truc, il y a aussi votre estomac qui dit. Et ben voilà, l'idée, c'est qu'un algorithme aille jusqu'à la finesse et la complexité humaine dans la suggestion des décisions et l'évolution d'une décision en fonction du contexte. C'est bien. Et ça n'a pas été généré par ChatGPT. Ça s'est sorti comme ça, pouf, d'un coup. C'est magnifique. Donc, ça paraît un peu fumeux comme ça, mais il faut lire l'article. Il y en a d'autres en français, je pense. Et les deux articles que tu nous proposes sont en anglais, parce que c'est un peu là que ça se passe pour l'instant, mais il y a des articles qui en parlent aussi en français. Je pense savoir l'exemple que dont tu parlais sur le linge et le choix de ce qui est lavé, enfin, les fringues de couleur à ne pas mélanger, etc. C'était pas ça l'idée. Enfin bref, il y avait un peu de ça. Une IA, c'est très bien mettre faire deux tas, linge clair, linge foncé. Mais si vous le faites rentrer dans une maison et que vous lui dites fais le linge, occupe-toi du linge de cette maison, les habits qui traîneront devant la chambre de l'ado, est-ce qu'il doit les prendre ou pas les prendre? Il n'y a que l'IA générale qui pourra faire ça. Mais l'idée, ça sera plus parlant que 30 secondes mal l'expliquer là. On est bien d'accord, c'est pas le but non plus. David, on a parlé de la première keynote, enfin c'est pas une keynote, c'était la première journée dédiée aux développeurs qui a proposé OpenAI, et c'était l'occasion de lancer des nouveaux produits autour de ChatGPT, et on avait parlé de ChatGPT 4 Turbo. Tu voulais nous en toucher quelques mots aussi, c'est l'occasion justement. Oui, c'est bien ça. On avait parlé il y a quelque temps que OpenAI et beaucoup d'autres avaient dit qu'ils stoppaient le développement de ChatGPT 5 et les entraînements parce qu'il y avait eu une demande de moratoire. Il y avait pas mal de gens qui étaient un peu en train de se poser des questions, mais apparemment, ils ont continué à entraîner leur modèle parce qu'ils ont sorti GPT-4 Turbo qui est entraîné jusqu'à avril 2023. Qui a maintenant un contexte qui est passé de 32 000 tokens à 128 000 tokens, c'est-à-dire que dans un contexte de discussion, il peut traiter l'équivalent de 300 pages de livres.
300 pages de texte. Ils ont annoncé de diminuer leur prix. Bon, leur prix va être divisé par 3, mais étant donné que le contexte augmente fortement, si on utilise la puissance complète du contexte, ça va quand même coûter cher à la requête. ChatGPT 4 Turbo est disponible pour l'instant en preview pour les gens qui ont accès à l'API, donc pas ChatGPT, mais l'API OpenAI. J'ai eu l'occasion de jouer un petit peu avec. J'ai eu l'occasion aussi de voir des tests sur ce qui est de la cohérence de ces 128 000 tokens. Apparemment, il y a des soucis, c'est que quand on utilise un contexte aussi grand, il a tendance à mieux se souvenir du début et de la fin et moins du milieu, à partir de 70% de la capacité. Ils ont également amélioré et ajouté un mode JSON, ce qui permet de renvoyer un résultat via l'API en JSON, qui est sorte de XML. Pas du XML, JavaScript, XML, oui, voilà, une structure de programmation de manière correcte. J'avais testé sur le ChatGPT 4 précédent, et quand on lui demandait du JSON, bien souvent il faisait des petites erreurs, un apostrophe par-ci, un accent par-là qui passait mal. Et alors, surtout, ils annoncent d'avoir leur modèle entraîné sur mesure, qui est un service qu'ils vont proposer aux sociétés. Donc, ils vont pouvoir avoir une couche de surentraînement personnalisé au-dessus de l'entraînement GPT-4 Turbo de base. Il faut savoir que les intelligences artificielles actuelles, ce sont des réseaux de neurones qui sont entraînés, et quand on démarre une session, la session redémarre de zéro à chaque fois. Et ça, c'est une grosse différence entre intelligence artificielle et intelligence artificielle générale, où là, l'intelligence artificielle générale pourra se réinjecter les données, pourra apprendre des interactions avec l'utilisateur et en quelque sorte avoir un raisonnement avec elle-même, ce qui ouvre la porte à une conscience artificielle en finalité. Ce qui peut créer des biais aussi, David, je te coupe 2 secondes, mais si effectivement l'IA commence à apprendre qui tu es, de tes réactions, etc., les propositions vont s'affiner, mais toujours dans le sens où, c'est déjà le cas d'ailleurs, il est là un peu pour te faire plaisir aussi, donc il y a un petit danger là aussi. C'est le risque qu'il y a aujourd'hui, les intelligences artificielles normales, il y a cet effet d'hallucination qu'on appelle, quand le contexte devient assez long, l'intelligence artificielle commence à oublier un petit peu ce qu'il y avait au début de la discussion. Maintenant, avec les contextes qui augmentent très fortement, on parle de 300 pages de texte, c'est quand même assez massif, mais c'est en effet une problématique. Alors, pour enchaîner avec un petit sujet marrant qui a tout à fait rapport avec ça, il y a une petite dispute entre Elon Musk et Sam Altman. Il faut savoir que Sam Altman et Elon Musk ont fondé OpenAI au début ensemble, et qu'Elon Musk a claqué la porte parce qu'il n'était pas très d'accord avec eux. Et Elon Musk a lancé son chatbot qu'il appelle Grok, que Sam Altman s'est un petit peu moqué de son chatbot en disant que c'était un chatbot qui était caractérisé par un langage vulgaire et des blagues de papa. Et donc Sam Altman a utilisé ChatGPT pour donner un petit prompt et dire voilà, je veux que tu sois un chatbot un peu vulgaire et qui fait des blagues à papa. Et il a dit voilà Elon, moi je t'ai fait ton chatbot en quelques minutes. Enfin, voilà, ça c'est la petite parenthèse marrante. Ces gens qui jouent avec nos vies, enfin quelque part avec nos vies futures, parce que finalement c'est un peu ça, hein, et enfin, il y a un petit côté rigolo, ça je suis d'accord avec toi, mais en même temps un peu inquiétant aussi. faut être honnête. Ceci dit, si le chatbot d'Elon Musk est un peu vulgaire et fait des blagues à papa, c'est peut-être parce que c'est Elon Musk lui-même qui l'a nourri, et donc ceci expliquerait peut-être cela. On avance via sa puce Neuralink.
C'est bien ça, plus Neuralink peut-être, oui. Aurélien, on avance avec... oui, on a parlé de cette surcouche, enfin en tout cas David parlait de cette surcouche qui permettait de spécialiser peut-être ChatGPT. La spécialisation des intelligences artificielles, c'est quelque chose d'important aussi. L'intelligence artificielle scientifique, par exemple, c'est quoi ? On parle de ça, de spécialisation dans un domaine spécifique ? Alors, on parle d'outils pour les scientifiques. D'accord. Alors, je vais être très rapide. Les scientifiques entraînent des modèles, et des très gros modèles de 1 trillion de paramètres. Alors, je sais que David est le spécialiste, c'est 1 milliard de milliards, 10 puissance 18, de paramètres, sur des machines énormes. Vous irez lire l'article. Moi, je pense que quand vous êtes scientifique, quand vous faites une thèse ou quand vous faites de la recherche, il y a une grosse étape fondamentale qui est la recherche bibliographique. Qu'est-ce que font les autres, comment, et ça se passe sur des bases de données, des bases d'articles, I3E par exemple, pour ceux qui connaissent, qui sont énormes. Alors oui, au bout d'un moment, vous savez qui est dans votre domaine, donc vous surveillez les publications de X, de Y, de Z pour savoir ce qui se fait, donc c'est plus simple. Mais je pense que si on commence à injecter dans des énormes modèles d'intelligence artificielle toutes ces bases de données de scientifiques, le métier de scientifique va changer. Parce qu'on n'aura plus tout ça, mais à contrario, moi je sais que lire des articles en anglais, ça aide beaucoup aussi à progresser en anglais. Si tout ça maintenant c'est du passé, je sais pas. En tous les cas, maintenant si vous travaillez dans un domaine et que vous voulez savoir rapidement tout ce qui est publié dans ce domaine-là, l'intelligence artificielle va vous aider grandement, puisque ils numérisent ils mettent dans les bases de données des tonnes et des tonnes d'articles, de recherches, de résultats, de courbes, de graphiques, de tout ce que vous voulez, et que à partir d'un prompt vous pouvez faire ressortir tout ça. Et ça, c'est un truc qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans, quoi. 15 ans. J'y pense maintenant, mais parce que c'était dans l'actualité de cette semaine également, c'est Google, je pense, qui a fait une annonce par rapport à un modèle d'intelligence artificielle capable de prédire la météo à une échelle de 10 jours, et les spécialistes qui ont observé les prévisions qu'avait donné l'outil de Google sont assez bluffés des résultats, qui utilisent moins de ressources que les supercalculateurs qui appliquent des modèles météorologiques, etc., simplement parce que l'intelligence artificielle, elle, se nourrit des données des années précédentes et croise avec les phénomènes du jour, les croise avec les phénomènes qui ont déjà eu lieu et les réinterprète et amène des résultats qui sont, paraît-il, intéressants. Alors, pas dire que c'est exact, le jour où on vous donnera la météo exacte à 10 jours n'est pas encore sans doute pas pour maintenant, mais en tout cas, il y a des avancées de ce côté-là, une fois de plus avec du nourrissage d'intelligence artificielle, avec des données spécifiques, là, pour le coup, Aurélien. Et c'est peut-être le début de la fin de toute modélisation physique des phénomènes. C'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de dire de faire une modélisation physique avec des équations, on dit que ce qui va arriver, il y a 90% de chances que ce qui va arriver, c'est un mélange de ce qui est arrivé l'année dernière, l'année d'avant, et il y a 10 ans. Ainsi. Ça c'est vrai si on considère qu'on ne va plus rien inventer. Je crois que Newton est en train de se retourner dans sa tombe. Oui, on l'appelle la toupie depuis un petit moment maintenant. Mais voilà, ça reste des questions qui restent posées, parce que, de nouveau, moi j'ai toujours peur de ce biais-là, parce que on le sait bien, les intelligences artificielles se nourrissent de ce qu'on connaît, de ce que l'on connaît déjà. Donc il y a toute une série d'inconnus qui a, je veux dire, avant de calculer ce qui était possible de construire en acier quand on a fait la tour Eiffel, le premier qui a fait le calcul, personne n'avait fait ce calcul-là avant lui. Donc s'il y avait eu une intelligence artificielle à l'époque, qu'est-ce qu'elle aurait donné comme résultat ? C'est sur base de quoi elle aurait donné un résultat ? C'est moi la question que je pose. Je ne demande pas de réponse tout de suite, mais si dans un quart d'heure vous pouvez me faire un petit mail, ça m'arrange.
David, justement, ça pose la question de la stagnation des capacités de l'intelligence artificielle, du coup, parce que il y a un volume de connaissances qui est, fallait pas dire limité, mais en tout cas fini, ou en tout cas à ce stade-ci, oui. À 7 minutes. Est-ce qu'on va manquer de données à un moment donné pour faire avancer l'intelligence artificielle ? C'est la préoccupation de certains chercheurs aujourd'hui, c'est que l'industrie de l'intelligence artificielle pourrait manquer de données d'entraînement de qualité d'ici 2026. Alors, une intelligence artificielle aujourd'hui qui a un réseau de neurones entraînés ne sait être bon qu'à la limite des données, que jusque la limite de la qualité des données qu'on lui a fournies. Et donc, on a déjà aujourd'hui une quantité de données qui est assez astronomique. Et pour un peu donner la comparaison de ce qu'on pourrait avoir, c'est que quand on va manquer de données pour entraîner plus, il va y avoir une stagnation. Et aujourd'hui, on a le problème que les intelligences artificielles sont peut-être entraînées de manière biaisée, avec plus de contenu en anglais que dans d'autres langues, ce qui fait que c'est parfois moins pointu en français ou dans des langues asiatiques. Et on pourrait avoir réellement un gros problème, c'est qu'à un moment, on va arriver à ne plus avoir de nouvelles données de qualité à entraîner. Et donc, ils sont déjà en train de parler de générer des données via des intelligences artificielles pour entraîner d'autres intelligences artificielles avec tous les risques que ça implique. D'empoisonnement, d'hallucination et tout ça. Et ça va probablement pousser également à vouloir aller à l'étape suivante, qui est l'intelligence artificielle générale, où là, l'intelligence artificielle ne sera pas juste un réseau entraîné, mais sera en quelque sorte une conscience artificielle, également avec toutes les problématiques que ça peut poser. Alors, pour enchaîner directement sur sur ce qui va avec. Sam Altman, comme on a déjà parlé juste avant d'OpenAI, c'était un interview du Financial Times, je pense que c'était hier ou avant-hier, cherche un investissement majeur de Microsoft. On parlait de Bill Gates, mais bon, Bill Gates n'est plus directement Microsoft, mais quand même affilié. Il cherche un investissement majeur de Microsoft pour fabriquer une super intelligence. Super intelligence, on parle plus de réseau neuronal simple, mais on parle d'intelligence artificielle générale, malgré que Microsoft a quand même investi 10 milliards de dollars cette année-ci dans OpenAI. Alors, Sam Altman envisage l'intelligence artificielle générale comme étant une entité quasi divine, donc en quelque sorte comme un dieu, une intelligence magique dans le ciel, bien que c'est pas sa définition officielle, mais de manière plus terre à terre, il décrit l'intelligence artificielle générale comme étant un système qui surpasse les humains dans la plupart des travaux qui sont économiquement non intéressant et faible, et il a partagé lors de son interview une vision utopique où en fait des robots qui ont une conscience, qui ont une intelligence, pourraient remplacer les humains dans des tâches telles que le minage et toutes des tâches ingrates et tout ça. Donc, Sam Altman a admis qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire pour arriver à cette intelligence artificielle générale avec des coûts énormes, des coûts d'entraînement de modèles, des coûts de recherche, d'autant que les modèles aujourd'hui, c'est pas des modèles qui s'entraînent en quelques jours, c'est des modèles qui s'entraînent en 6 à 9 mois sur des machines qui consomment 200 à 500 kilowatts, des machines, on va dire des data centers complets de machines. Donc il y a beaucoup de progrès à faire, mais on parle de plus en plus, et ça aussi c'est un article en lien, on parle de plus en plus du point de singularité
qui est ce point à partir duquel une intelligence artificielle générale, une conscience artificielle dépassera le niveau de raisonnement humain, et à partir de ce moment-là, elle pourra s'améliorer par elle-même, et on parle d'évolution technologique exponentielle. On en a déjà parlé quelques fois lors de podcasts précédents, mais il y a de plus en plus de scientifiques éminents pour une grande partie d'entre eux qui parlent ici dans l'article en lien. On parle du point de singularité qui pourrait être atteint en 2031 avec une probabilité de 50%, ce qui est quand même, ça fait froid dans le dos. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le plus tard possible, s'il vous plaît. Si on pouvait retarder cette échéance, ce serait bien. C'est ici que s'achève ce dossier, pas complet, évidemment, mais très touffu malgré tout. Vous avez tous les deux, et je pense que vous avez réussi à toucher du doigt quelques-unes des questions que l'on peut se poser quand on parle d'intelligence artificielle, d'avancer un step plus loin avec ce concept d'intelligence artificielle générale dont on entend peu parler dans les médias mainstream pour l'instant. On parle beaucoup quand on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent directement de ChatGPT. Il y a un peu ou les DALL-E par exemple pour ce qui est de la création d'images, mais l'intelligence artificielle est un petit peu dans tout aujourd'hui. Je voyais encore un article là tout à l'heure par rapport à Adobe qui intègre l'intelligence artificielle bien sûr dans Photoshop, aussi dans Adobe Premiere maintenant, également au niveau du son, dans la gestion du son et dans le nettoyage du son et le découpage en pistes, non pas en morceaux mais en qualité sonore du son. Donc tout ça c'est des outils qui sont en train de se créer, c'est passionnant, ça pose plein de questions éthiques aussi, évidemment, ça on l'a déjà dit. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question. Merci à tous les deux. Je voulais juste conclure avec une toute petite information. Je suis pas payé pour en parler, hein, parce que franchement, je suis pas payé pour en parler. Soyons clairs. J'ai poussé sur un bouton, je ne vais pas pousser dessus, donc je ne m'entends plus parler. Donc j'ai parlé de la série Upload sur Prime Video. Je vous avais parlé de la première saison qui m'avait fait beaucoup rire, la seconde saison qui m'avait fait juste un peu sourire, moins rire, mais c'était quand même encore rigolo. La saison 3 que je n'ai absolument pas vue, donc je peux pas vous dire si c'est bien, pas bien, machin, etc. Je tiens juste à signaler qu'elle est sortie, qu'elle est disponible, et que donc, si vous voulez, vous pouvez aller, enfin, si vous avez Prime Vidéo, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil. Moi, c'est ce que je vais faire juste après l'enregistrement. Je vais regarder le premier épisode de la saison 3 pour voir la tonalité du truc et voir s'ils ont retrouvé un peu de peps dans cette mini-série. Enfin, c'est des petits formats courts, hein, de 25 minutes chaque fois, et pas beaucoup d'épisodes par saison, donc c'était plutôt amusant les premiers, donc voilà, je voulais juste le signaler. Comme ça, on a un petit suivi. On parle pas beaucoup séries TV dans ce podcast. Celle-là m'avait amusé, donc c'est pour ça qu'on en parle. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci pour les étoiles, les pouces, tout ça, les partages. Merci également pour vos commentaires. On les espère nombreux. Et on se fera une joie, et mes petits camarades se feront une joie de vous répondre si vous en produisez. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes, vous les connaissez maintenant. Je pense que j'ai bien fait le tour de cette question. Merci David, j'espère que t'as pas trop chaud. Du coup, j'ai très chaud, mais ça va. Il est très très chaud, il y a panne de climatisation, c'est des choses qui arrivent. Merci également à Aurélien, et on se dit donc à très bientôt pour un nouvel épisode des Technos. Salut. Où est le bouton? Il est là, c'est là. Salut. Oh là.